Alors, comment la culture influe-t-elle notre évolution biologique? Notre espèce, comme toutes les autres espèces, évolue, c'est-à-dire on a une évolution biologique. Mais chez l'homme, il y a quelque chose de particulier, c'est que non seulement on transmet ses gènes, mais aussi on transmet de la culture. Donc on n'a pas un seul mode de transmission, on est un animal social, un animal qui transmet de la culture. Comment cela peut-il agir sur notre évolution biologique? Déjà, il faut rappeler que l'évolution biologique, c'est pas simplement l'idée qu'on en a, c'est pas simplement de la sélection naturelle à la Darwin. Il y a plein d'autres choses dans l'évolution biologique. La première chose, c'est que l'évolution biologique, elle est basée sur de la diversité. C'est-à-dire que c'est à partir de la diversité génétique qu'on va pouvoir avoir de l'évolution. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment la culture joue sur la diversité. Alors la culture joue sur la diversité parce qu'elle peut limiter les échanges entre populations ou au contraire augmenter les échanges entre populations. Un des critères qui a été marqué comme important chez l'homme, un des critères culturels qui limite les échanges entre populations, c'est la langue. En général, on a moins de migration entre populations qui parlent des langues différentes que ce qui serait attendu du fait de leur proximité génétique. Schématiquement, on va avoir du mal à se marier avec quelqu'un qui parle une langue différente, même s'il habite pas loin de chez nous. On a pu mesurer ça, par exemple, en Asie centrale, où on a deux grandes familles linguistiques, des familles linguistiques dites indo-européennes et des familles linguistiques de langue turque, et on voit bien qu'en fait, il y a peu de mélange entre les populations de langues différentes, et même à l'intérieur d'un groupe, plus les populations sont différentes linguistiquement, moins il y a d'échanges. Ça marche dans les deux sens. Elles sont aussi plus différentes génétiquement parce que les langues sont différentes. La langue, il y a d'autres facteurs culturels. Par exemple, la religion. Un collègue a pu montrer, en regardant des données en Hollande, que ce qui structure génétiquement la diversité génétique en Hollande, c'est la barrière religieuse entre les catholiques et les protestants, plutôt que la linguistique. En Inde, il a pu être montré qu'on a des diversités, des différences génétiques entre les populations liées au système de castes. C'est-à-dire que des castes différentes vont avoir des diversités génétiques différentes. Donc on voit bien que c'est un des exemples par lesquels la culture peut jouer sur les différences entre les populations. Il y a des cas encore plus surprenants. Par exemple, les études qu'on a pu faire en Afrique centrale, où on compare les populations pygmées et leurs voisins, on a pu montrer qu'on avait des flux de gènes, c'est-à-dire des mélanges que dans un sens. On a des gènes des populations non pygmées qui rentrent dans les populations pygmées et non pas l'inverse. Et en fait, ça s'explique par des règles sociales fortes sur les intermariages. Il n'y a quasiment jamais d'hommes pygmées qui épousent une femme non pygmée, alors qu'on a régulièrement des mariages entre un homme non pygmé et une femme pygmée. La femme pygmée va vivre dans le village de l'homme. Donc on devrait avoir des flux de gènes des pygmées vers les non-pygmées. On trouve l'inverse. En fait, c'est parce que ces mariages mixtes, en général, s'arrêtent assez tôt, finissent par un divorce, et la femme pygmée retourne vivre chez les pygmées avec ses enfants. Donc en fait, le flux de gènes est bien du sens des non-pygmées vers les pygmées. Et ça, c'est dû à des barrières sociales fortes, parce que les populations coexistent, elles pourraient se mélanger sans aucun problème. Donc on voit bien comment la culture peut limiter les échanges et entraîner des diversités génétiques différentes entre les populations. Il y a d'autres phénomènes par lesquels la culture agit, c'est notamment le fait que très souvent le succès reproducteur, le fait de se reproduire et d'avoir un succès reproducteur est lié à la richesse. Souvent, les hommes riches se reproduisent mieux et ils transmettent leur richesse à leurs descendants qui à leur tour se reproduisent mieux, qui transmettent leur richesse qui à leur tour se reproduisent mieux. Donc ça nous fait un phénomène un peu, je dirais, comme de la sélection naturelle, mais pas liée à du biologique. Donc les gènes que portaient ces individus qui se reproduisent mieux augmentent en fréquence et se répandent dans la population, même s'ils ne sont pas avantageux d'un point de vue biologique. Mais en tous les cas, ils créent des différences entre les populations. Parce que dans une population, c'est
une certaine personne qui va avoir sa lignée qui a du succès et qui transmet cette descendance, et dans une autre population, ça va être une autre lignée. Donc, du fait de ce phénomène culturel, vos deux populations vont devenir de plus en plus différentes. Et donc, ces phénomènes culturels nous construisent de la diversité génétique des différences entre populations. Par-dessus, on a les phénomènes de sélection naturelle, où là, on peut avoir de la sélection naturelle qui n'a rien à voir avec la culture, qui est tout simplement de l'adaptation à l'environnement, l'adaptation du climat, à certains pathogènes, mais on peut aussi avoir à nouveau une couche de culturel. L'exemple le plus fort, c'est l'alimentation. Des populations qui ont des alimentations différentes vont sélectionner des variants génétiques différents du fait d'une adaptation différente à l'alimentation. Et donc, dans ces cas-là, la culture aussi va jouer pour créer des différences entre les populations. Donc, on voit bien que ce mécanisme diversification des populations puis sélection avec du bioculturel montre bien comment on peut avoir en fait une interaction forte entre la culture et l'évolution biologique. Alors, on a eu la chance de monter un terrain où on a pu regarder tout ça à la fois. La langue, l'organisation sociale, l'alimentation. Donc c'est en Asie centrale, c'est les républiques, les anciennes républiques du RSS, l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Turkménistan, Kazakhstan. On a travaillé essentiellement en Ouzbékistan, au Kirghizistan, avec des collègues là-bas avec lesquels on travaille très souvent. Et on a pu, dans ces populations-là, échantillonner environ une trentaine de populations, donc on a plusieurs milliers d'individus qu'on a pu échantillonner, et on a regardé pour ces individus là, quelle langue ils parlaient. On a des enquêtes linguistiques très détaillées. On a aussi fait des enquêtes ethnologiques, parce que dans ces populations-là, elles sont patrilinéaires. C'est-à-dire, certaines sont patrilinéaires. Elles sont organisées en clans, en lignages, en tribus. Et effectivement, vous avez cette transmission du succès reproducteur. Vous avez visiblement des clans et des lignages qui réussissent beaucoup mieux que d'autres. Donc la langue, cette organisation sociale a créé des différences fortes entre les populations. Par-dessus, en plus, elles ont des régimes alimentaires différents, parce que les éleveurs nomades mangent plus de lait et de viande, les agriculteurs beaucoup plus de céréales, et en fait, on a là un terrain unique, une aire de jeu extraordinaire pour pouvoir bien mesurer chacun des phénomènes, comment chaque niveau là, de ces traits culturels joue sur la diversité, sur quelle part de diversité, quelle part du génome, à quel moment ça a commencé, quelles sont les différences fortes que l'on peut avoir entre les populations. Donc ça, c'est un endroit vraiment extraordinaire pour travailler dessus, et avec aussi, bien sûr, en parallèle, l'Afrique centrale, avec les populations pygmées ou leurs voisins, où là, on est dans des systèmes d'interaction sociale entre deux groupes humains absolument fascinants. C'est d'ailleurs fascinant de voir comment des groupes humains qui ont des modes de vie différents peuvent coexister si longtemps, finalement en se mélangeant si peu. Que ce soit en Afrique centrale ou en Asie centrale, où les éleveurs nomades côtoient les agriculteurs depuis très longtemps et pourtant se mélangent relativement peu. Donc on voit bien en fait que la culture et la biologie ne sont pas à opposer. En fait, la culture interagit avec la biologie. On peut plutôt parler de coévolution. Néanmoins, on entend souvent dire que comme l'homme a de la culture, il est sorti de l'évolution biologique. Alors je pense que ça, c'est dû à une vision un peu erronée de ce qu'on appelle l'évolution biologique, qu'on limite souvent à la sélection naturelle et en fait à la sélection du plus apte. Et c'est vrai que dans nos sociétés, grâce à la médecine, on a moins de pression de sélection sur la survie. À l'heure actuelle, la plupart des gens survivent jusqu'à des âges avancés, ce qui n'était pas le cas il y a 100-200 ans, où seulement environ la moitié des enfants atteignaient l'âge de 15 ans. Néanmoins, la sélection ne se limite pas à la survie. Pour qu'il y ait de la sélection naturelle, on peut l'avoir aussi au niveau de la reproduction, au niveau du choix du conjoint. Or, par exemple, dans nos sociétés, il y a plus de 20% des hommes qui ne se reproduisent pas. C'est-à-dire, si on regarde un ensemble d'hommes nés à une année, là c'est les dernières statistiques des gens nés dans les années 60, il y a au moins 20% des hommes qui ne se reproduisent pas. Donc, on voit bien qu'on n'est pas tous égaux face à la transmission de nos gènes et qu'il y a un niveau là où il peut potentiellement y avoir de la sélection.
Et surtout, deuxième chose, il ne faut pas oublier que l'évolution ne se limite pas à la sélection, que ce soit de la sélection naturelle ou de la sélection pour la reproduction ou de la sélection sexuelle. L'évolution, c'est aussi et avant tout le maintien et la répartition de la diversité génétique. Et ça, on voit bien, à travers les exemples que je vous ai donnés, comment la culture agit sur ces niveaux de diversité génétique et leur répartition, et donc potentiellement sur ce réservoir que va pouvoir utiliser après la sélection naturelle au sens large. Donc on peut dire que non, la culture n'est pas la fin de l'évolution biologique.